La police retrouve les mêmes projectiles étranges sur la scène de 2 meurtres différents. Le cadavre d'une femme semble pointer du doigt ses meurtriers, mais leur arrestation dépend d'une technique judiciaire qui n'a pas encore été mise au point. Des détectives sur la piste de voleurs de bétail découvrent ce qui semble être une série de meurtres. Ils devront faire appel à la criminalistique pour prouver la culpabilité des suspects. Le proverbe veut qu'un fardeau partagé soit moins lourd à porter, mais ce n'est pas toujours le cas. Les complices d'un homicide sont soumis à la même peine. Il revient aux experts judiciaires de prouver leur culpabilité. Le 19 novembre 1989, vers 23h30, à Trenton, au New Jersey, un piéton fit une macabre découverte. La victime était un chauffeur de taxi pour la Golden Cabs. Il s'agissait de Francis Bodnar, 38 ans. Les agents de police dépêchés sur la scène examinèrent son corps et fouillèrent son véhicule à la recherche d'indices. Ils recueillirent plusieurs douilles ainsi qu'un petit disque de métal au rebord surélevé qui ressemblait à une capsule de bouteille miniature. Cette découverte était pour le moins étrange. Le lieutenant-détective Michael Salvatore était convaincu que cet indice serait la clé de l'enquête. Personne n'avait jamais vu un tel type de balle, et il était possible qu'elle ait été fabriquée de façon artisanale par un fanatique d'armes à feu, le genre d'individu qui charge ses propres cartouches à la maison. Malheureusement, si c'était le cas, il serait pratiquement impossible de retracer les balles. Une autre surprise attendait Salvatore. 4 heures après le premier incident, il fut dépêché sur la scène d'un autre homicide. Un second chauffeur de taxi avait été tué. Il s'agissait de Willie Rogers, 33 ans. On avait découvert son corps dans son taxi de la société Diamond. Les experts retrouvèrent là aussi des petits disques de métal et quelques douilles. Dans les 2 cas, des témoins avaient déclaré avoir aperçu 3 passagers de race noire dans le taxi peu avant le meurtre. Les policiers découvrirent bientôt un autre indice. Il y avait une empreinte digitale sur la portière avant droite du premier taxi. Le laboratoire du service de police de Trenton la fit parvenir au Centre d'empreintes digitales nationales afin qu'elle soit comparée à celle de leur base de données informatisée. Malheureusement, la tâche risquait d'être longue. Et rien ne garantissait que cette empreinte était celle du meurtrier. Le médecin légiste de Mercer County pratiqua les autopsies plus tard le même jour. Bodnar et Rogers étaient tous deux morts d'une balle dans la nuque. Dès 11 h le lendemain matin, Mike Lysanger, analyste en chef au laboratoire de la police du New Jersey, reçut les balles. Il fut tout aussi intrigué que Salvatore. Lysanger travaille dans le domaine de la balistique depuis plus de 20 ans. Selon ses ouvrages de référence, le petit disque de métal était un dispositif de sûreté. Ce genre de capsule est très rare. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les commerces d'armurerie. C'est la première fois que j'en vois depuis que je suis au service balistique. C'est unique. Cette petite capsule se trouve à la base de la cartouche. Elle empêche le plomb fondu d'obstruer le canon de l'arme à feu. Les gens qui fabriquent leurs propres balles utilisent parfois de telles capsules. Mais bien qu'aucune entreprise américaine ne les fabriquait,
Lysanger était convaincu qu'elles avaient été manufacturées. Il devait maintenant déterminer quel type d'arme avait été utilisé. Grâce à un stéréoscope, il identifia des marques de rayures et cloisons sur les balles créées lors des coups de feu. Ces marques sont particulières à chaque arme et les experts peuvent ainsi identifier l'arme du crime. Il y avait 5 rayures et cloisons et une spirale descendant vers la droite sur les balles. Lysanger informa Salvatore que le meurtrier avait sans doute utilisé un revolver Taurus, Ruger ou Smith & Wesson. Le 27 novembre, tôt le matin, un appel anonyme leur révéla que 2 des meurtriers étaient les jumeaux Ron et John Allen. Plus tard, le même jour, John Allen fut arrêté pour avoir brisé la vitre d'une voiture pendant une bataille de rue. Les détectives le convoquèrent à un interrogatoire. Allen déclara qu'il était avec son frère jumeau et leur ami le soir du meurtre des chauffeurs de taxi. Ils étaient sortis dans diverses discothèques jusqu'à 3 heures du matin. Salvatore n'était pas convaincu que John Allen lui disait tout, mais sans preuve, il n'avait aucun pouvoir. L'analyse révéla que l'empreinte digitale découverte sur la portière du taxi n'était pas celle de John Allen. Peut-être était-elle celle de son frère jumeau, Ron. Ce dernier avait déjà un dossier criminel qui contenait ses empreintes digitales. Elles furent donc comparées à celles qui avaient été prélevées sur le taxi. Les experts constatèrent que Ron Allen s'était bien trouvé dans la voiture de l'homme assassiné. Comme les chauffeurs de taxi ont plusieurs dizaines de clients par jour, cela ne prouvait pas qu'il était leur meurtrier, mais la piste était très intéressante. Les détectives apprirent alors que les frères Allen, bien qu'originaires de Trenton, avaient commencé à fréquenter un dangereux gang de New York, les New York Boys. Comme le territoire de New York était une chasse gardée pour certains criminels, les gangs avaient commencé à se déplacer vers la banlieue dans le New Jersey. C'est à ce moment-là que les frères Allen avaient été recrutés. La police interrogea quantité d'amis et d'ennemis des 2 frères, espérant obtenir de nouvelles informations et peut-être trouver une faille à leur alibi. Certains informateurs déclarèrent à la police que les frères Allen étaient dans le coup. Malheureusement, cela n'était pas suffisant pour justifier une arrestation. Puis, dans la soirée du 20 décembre 1989, un témoin courageux sortit de l'ombre. Il accepta de parler en échange de la protection de la police. Il déclara qu'il avait garé sa voiture juste derrière le taxi de la première victime. Il avait vu quelqu'un lui tirer une balle dans la nuque, puis entendu une vitre se briser. Il avait alors dépassé le taxi et aperçu 3 hommes vider les poches de Bodnar. Il identifia Ron et John Allen comme étant 2 des 3 hommes qu'il avait vus dans le taxi cette nuit-là. Le filet se refermait peu à peu sur les frères Allen. Malheureusement, la police n'était pas convaincue qu'une seule empreinte et un témoin parti en vitesse leur permettrait d'obtenir la peine maximale pour ces 2 meurtriers. Il fallait trouver une façon de retourner en quelque sorte l'arme contre les meurtriers eux-mêmes. L'enquête sur les homicides des 2 chauffeurs de taxi progressait lentement. Un témoin avait vu les frères Allen sur la scène du premier meurtre. Maintenant, la police devait retrouver l'arme utilisée. Un nouvel informateur appela les détectives. Les frères Allen avaient essayé de lui vendre des armes et des munitions quelques semaines plus tôt et lui avaient confié qu'ils les avaient utilisées pour tuer 2 personnes.
L'homme avait refusé de les leur acheter. Si Salvatore pouvait mettre la main sur ses armes, peut-être pourrait-il prouver l'implication des jumeaux dans ces meurtres. Il envoyait l'informateur se les procurer. Cette opération était délicate. 2 jours plus tard, nous avons reçu un appel de l'informateur nous disant qu'il avait les armes en sa possession. L'informateur remit les 2 revolvers qu'il venait d'acheter des frères Allen, ainsi qu'une poignée de munitions. Salvatore envoya les 2 armes au laboratoire balistique afin qu'elles soient comparées aux douilles découvertes dans les 2 taxis. Les armes laissaient toutes 2 les mêmes marques sur les projectiles, c'est-à-dire 5 rayures et cloisons et une spirale qui descendait vers la droite. N'importe laquelle d'entre elles avait pu servir pour commettre ces meurtres. Il faudrait procéder à une analyse encore plus poussée pour déterminer exactement laquelle des 2. Les armes furent donc soumises à de nouveaux tests. Les marques laissées sur l'une d'elles correspondaient exactement aux marques des balles retrouvées sur la scène des crimes. Les enquêteurs disposaient enfin de l'arme qui avait servi à tuer Francis Bodnar et Willie Rogers. Il serait maintenant possible d'arrêter les 2 frères. Des policiers furent dépêchés dans le secteur fréquenté par les 2 hommes et procédèrent à l'arrestation de John Allen. Quelques heures plus tard, Ron téléphonait au détective Salvatore pour savoir où se trouvait son frère. Son appel fut retracé. Pendant que je parlais à Ron au téléphone, nous avions envoyé quelques équipes dans le secteur que les 2 frères avaient l'habitude de fréquenter. Je me doutais que c'était probablement à cet endroit qu'ils se trouvaient. Dès que nous avons obtenu l'information de la compagnie de téléphone, nous l'avons retransmise à nos unités et ils sont entrés chez lui et l'ont arrêté. J'étais au bout du fil avec lui au moment de son arrestation. Ron Allen commença par tout nier en bloc, mais lorsque les détectives lui montrèrent les preuves accumulées contre lui, il passa aux aveux. Selon ses déclarations, la nuit des meurtres, son frère jumeau et lui étaient accompagnés par un homme du nom de Greg Williams. C'est ce dernier qui avait appuyé sur la détente. La police fit immédiatement émettre un mandat d'arrestation contre Williams. 5 jours plus tard, les autorités procédaient à son arrestation à Ocilla, en Géorgie. Salvatore n'était pas convaincu que Williams avait appuyé sur la détente. L'arme utilisée lors des meurtres des 2 chauffeurs de taxi était une des armes des frères Allen. C'étaient les armes qu'ils transportaient sur eux et dont ils se servaient. Il était plutôt improbable que Greg Williams ait utilisé l'une d'elles pour tuer les 2 hommes. Il était plus plausible de présumer qu'il s'agissait d'un des frères Allen. Le 10 juillet 1990, Ronald et John Allen furent accusés du meurtre de 2 chauffeurs de taxi. Le 16 août, ils furent condamnés à une double peine d'emprisonnement à vie. Ils auront plus de 100 ans lorsqu'ils seront éligibles à la libération conditionnelle. Quant à Greg Williams, il fut condamné à la prison à vie pour complicité. Les 3 hommes avaient tué pour un peu plus de $100 avec lesquels ils comptaient acheter des drogues à New York pour les revendre en banlieue. Une fois en prison, ils se sont vantés d'avoir volé puis tué les chauffeurs de taxi, déclarant qu'ils étaient des proies faciles. Grâce à la balistique, eux aussi se sont révélés être des proies faciles. Dans ce cas-ci, les meurtriers s'étaient attaqués à de parfaits étrangers rencontrés au hasard dans la rue. D'autres meurtriers s'attaquent cependant à des personnes qui se croient en sécurité à la maison. Los Angeles, 17 avril 1991. Ce matin-là, Marilyn Rush savait que quelque chose n'allait pas. Son amie Joan Darley ne s'était pas présentée au travail. Elle n'était pourtant jamais en retard. Inquiète, Marilyn se rendit à la maison de Joan et de son mari Dennis pour s'assurer que rien de grave ne lui était arrivé. La voiture de son amie n'y était pas, mais Marilyn entra tout de même afin de voir s'il y avait quelqu'un. Elle trouva Joan morte dans sa chambre à coucher. Joan? Joan?
Joan? Oh, God. À première vue, la scène ressemblait à un cambriolage bâclé. La chambre avait été saccagée. À en juger par les mains de Joan Darley, qui étaient couvertes de blessures, elle avait tenté de se défendre. Il y avait eu plusieurs cambriolages dans le voisinage et cette scène-ci ressemblait aux autres. Quelqu'un avait retiré la moustiquaire de la fenêtre. Il y avait encore un escabeau juste en dessous. Mais un examen plus poussé révéla qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un simple cambriolage. Il aurait dû y avoir des traces de pas dans la terre humide, au pied de l'escabeau et sur le rebord de la fenêtre. De plus, un billet de 100 $ traînait encore sur le comptoir de la cuisine. Quelqu'un avait voulu faire croire que Joan Darley avait surpris des cambrioleurs. Le détective Paul Tippin de la police de Los Angeles menait l'enquête. Les indices ne concordaient pas. Au début, bien sûr, nous avons cru que le meurtre était relié à un cambriolage. Mais nous nous sommes aperçus assez rapidement que la scène avait été maquillée. Le meurtrier semblait avoir arrangé la scène après avoir tué Joan Darley. La police avisa Dennis Darley du meurtre de sa femme et prit sa déposition. Dennis déclara à la police qu'il était amoureux de Joan depuis l'université et qu'ils étaient mariés depuis 35 ans. Il avait parlé à sa femme la veille. Elle dormait encore lorsqu'il était parti travailler à 4h45 au club de golf qu'il employait. Il ignorait pourquoi elle avait été tuée et qui avait pu commettre un tel acte. Il déclara qu'il ne pouvait supporter l'idée de rester à la maison. Si la police voulait l'interroger à nouveau, il serait chez sa fille, Debbie Myers. Pour l'instant, Dennis Darley n'était pas suspect. Il faudrait trouver de nouveaux indices pour élucider ce meurtre. L'autopsie révéla que Joan Darley était morte des suites d'un coup asséné derrière la tête. Elle n'avait pas été violée. Le médecin légiste découvrit des traces de sang et d'autres matières étrangères sous ses ongles. Malheureusement, il lui était impossible de déterminer s'il s'agissait du sang de la victime ou de celui de son meurtrier. À cette époque, les analyses d'ADN en étaient à leur début et requéraient de gros échantillons. L'analyse de la matière sous les ongles de la victime risquait de détruire une pièce à conviction importante. Ma première question était, peut-on déterminer l'ADN à partir de la matière sous ses ongles? Et la réponse était oui, mais que si on le faisait, on risquait d'utiliser tout l'échantillon. J'étais donc hésitant à procéder à cette analyse à ce moment-là. Le risque était trop grand. Tippin devrait tenter de résoudre cette enquête à l'ancienne méthode, du moins pour tout de suite. 4 jours après l'homicide, le gendre de Joan Darley aperçut la voiture de cette dernière garée dans le stationnement situé devant le magasin où elle travaillait. La police découvrit un trousseau de clés, mais rien de plus. Deux jours après les funérailles de la victime, le détective Tippin téléphona à Dennis Darley chez sa fille. Il voulait savoir s'il avait constaté la disparition de certains de ses biens. Debbie Myers l'informa que son père était parti se reposer pour quelques jours. Il était parti à la pêche
au lac Mead, près de Las Vegas. Myers lui donna le nom de l'hôtel où il avait l'habitude d'aller. Il était plutôt étrange qu'un homme quitte la ville si tôt après le meurtre de sa femme. Tippin demanda à l'un de ses amis de la police de Las Vegas de surveiller Darlie. L'opinion du détective à propos de ce mari affligé était sur le point de changer. L'enquête sur l'homicide de John Darlie prit une tournure inattendue lorsque Dennis, son mari, fit son apparition dans un casino de Las Vegas vers 3h30 du matin. Une femme l'accompagnait. La police de Las Vegas fit parvenir des photos du couple au détective Tippin. Après quelques vérifications, la femme fut identifiée comme étant Brandita Taliano. Sa présence était pour le moins surprenante. Lorsque j'ai appris qu'il était avec une femme à Las Vegas, 2 jours seulement après les funérailles de son épouse, avec qui il avait vécu pendant 35 ans, j'ai commencé à avoir des soupçons. Tippin vérifia les antécédents de Taliano. Elle avait un casier judiciaire pour prostitution et possession de drogue. Elle n'avait pas d'adresse permanente. Il découvrit aussi qu'elle logeait au Mission Hills Motel à Los Angeles au moment du meurtre de John Darlie. L'hôtel était situé à seulement 500 mètres de l'endroit où la voiture de John avait été retrouvée. Cela méritait d'être examiné de plus près. Je suis allé au Mission Hills et j'ai parlé au gérant de l'endroit. Il m'a remis le registre des appels et des numéros de téléphone du dernier mois. Tippin vérifia les appels de Taliano. Elle avait téléphoné à la résidence de Dennis Darlie, au club de golf où il travaillait, ainsi qu'à la salle de quilles où il avait l'habitude d'aller. Peut-être était-il temps de rencontrer cette Brandita Taliano. Le détective retrouva sa trace au North Hollywood Motel. Des agents se rendirent sur place et lui demandèrent l'autorisation de fouiller sa chambre. Brandita Taliano accepta sans broncher. En général, lorsqu'un suspect est aussi coopératif, c'est qu'il est convaincu de n'avoir laissé aucune trace qui l'impliquerait dans un homicide. Il y avait plusieurs bijoux dont la plupart étaient sans valeur, sauf un. Et il ne s'agissait pas du genre de bijoux que Taliano avait les moyens de s'offrir. Cette dernière avait une explication toute prête. Elle déclara à la police qu'elle était femme de ménage chez les Darlie et qu'elle l'avait volé alors qu'elle y travaillait. Elle n'avait pas fait cela tout à fait à l'insu de Dennis, puisqu'elle et lui entretenaient une liaison. La police découvrit également une lettre dans laquelle Dennis confiait à Taliano son inquiétude de la voir avec ce bijou en sa possession. Il lui demandait de le revendre. Ce message laissait donc entendre qu'il était impliqué dans le vol. Quelques jours plus tard, Debbie Myers fut convoquée pour identification. Elle reconnut tout de suite le bijou que sa mère portait toujours. Mais si c'était le cas, comment Taliano avait-elle pu le voler dans le coffre à bijoux de la victime? Cette série de coïncidences paraissait de plus en plus suspecte. Peut-être le manège des deux amants ne s'était-il pas arrêté au vol? Il semble bien que ce ne fut pas l'amour entre Dennis et Brandita qui ait motivé le meurtre de John Darlie, mais bien leur cupidité. Dennis savait qu'il perdrait la moitié de ses biens s'il demandait le divorce. De plus, John avait reçu un héritage de 100 000 $ peu de temps auparavant. La police soupçonnait Dennis Darlie d'être un homme sournois et dangereux. S'il avait comploté avec Brandita pour tuer John parce qu'il voulait tout son argent, pourquoi alors voudrait-il le partager avec Brandita? J'étais un peu inquiet au sujet de Brandita et de sa situation, parce que je me disais qu'il était possible que Dennis la tue pour l'enlever de son chemin.
Malheureusement, les preuves recueillies étaient indirectes. Les enquêteurs ne disposaient d'aucune preuve formelle démontrant que Darlie et Taliano se trouvaient bien sur la scène du crime le matin du 17 avril. Cependant, ils en avaient suffisamment pour les convoquer à un nouvel interrogatoire. Au moins, ils pourraient alors les garder à l'œil. Ils mirent au point une stratégie à partir des informations dont ils disposaient. Ils avaient 48 heures pour les inculper. Tippin savait qu'il n'avait pas assez d'indices pour les faire accuser, mais il espérait que pendant la détention provisoire, l'un d'entre eux céderait et accuserait l'autre. Dennis a admis avoir rencontré Brandita alors qu'elle se prostituait. Mais c'est tout ce qu'il a avoué. Oui, ce n'était pas une bonne fréquentation. C'était sa maîtresse, mais il n'avait rien à voir dans ce meurtre. La police fut contrainte de remettre Darlie et Taliano en liberté. Les 48 heures étaient écoulées. La police de Los Angeles avait des soupçons sur Dennis Darlie et Brandita Taliano, mais aucune preuve formelle de leur présence sur la scène du meurtre de John Darlie. Les nombreuses pistes n'avaient mené à rien. Puis, à la fin février 1994, le détective Paul Tippin reçut l'appel qu'il attendait depuis 3 ans. Depuis le meurtre de John Darlie, la technologie en matière d'analyse d'ADN avait connu un essor prodigieux. Grâce à un nouveau procédé, il était maintenant possible de déterminer le code génétique d'un individu à partir d'échantillons infimes. Il serait donc possible d'analyser la matière découverte sous les ongles de John Darlie sans détruire complètement l'indice. La nouvelle technique d'essai en laboratoire appelée réaction en chaîne de polymérisation pousse l'ADN à s'acquitter de sa fonction naturelle, la duplication continue. Un environnement minutieusement contrôlé de produits chimiques et de chaleur agit un peu comme un photocopieur génétique. Colin Yamauchi fait partie de l'équipe d'experts en analyse d'ADN au laboratoire judiciaire de Los Angeles. Nous commençons par placer un petit échantillon dans cet instrument qui peut faire des centaines, puis des milliers, puis des centaines de milliers et des millions de copies du même code d'ADN. C'était un moment plutôt intéressant dans l'histoire de la sérologie, lorsque nous avons commencé à utiliser cette technique. Grâce à cette technique, un minuscule échantillon peut être reproduit et devenir assez important pour être mesuré. La procédure fut effectuée sur une portion de la matière recueillie sous les ongles de John Darlie, puis comparée à un échantillon de son sang. Les deux codes génétiques ne correspondaient pas. Les cellules de quelqu'un d'autre se trouvaient sous les ongles de la victime. L'ADN de Dennis Darlie fut ensuite analysé puis comparé à l'échantillon prélevé sous les ongles de sa femme, mais encore une fois, le résultat était négatif. Quant à Brandita Taliano, elle était en prison pour un autre crime. La police obtint un mandat l'obligeant à donner un échantillon de son sang. Cette fois-ci était la bonne. Les résultats étaient concluants. Brandita Taliano avait assassiné John Darlie. Mais Tippin n'était pas sûr qu'elle avait agi seule. Dennis Darlie devait lui aussi être impliqué dans le meurtre, puisqu'il savait qu'elle avait volé un bijou et qu'il avait tenté d'engager un tueur à gages. De plus, tous ses appels téléphoniques démontraient son lien avec Taliano. Je crois sincèrement qu'ils étaient impliqués tous les deux et qu'ils étaient là tous les deux au moment du meurtre. Le jury se rangea du côté de la poursuite. Près de 4 ans après la mort de John, Dennis Darlie et Brandita Taliano furent condamnés à une peine minimale de 25 ans d'emprisonnement.
la cupidité de Darley et Taliano les avait conduits jusqu'au meurtre. Malheureusement, l'appât du gain est souvent le mobile d'un homicide. Certaines personnes vont même jusqu'à faire du meurtre un élément de leur plan d'affaires. Dans le comté de Livingston, au Missouri, il y a plus de 100 ans, c'était la justice du Far West qui régnait sur cette contrée sauvage. Aujourd'hui, la région a tous les traits de l'Amérique rurale. De vieilles bourgades entourées de terres cultivées, un endroit où les fermiers ont appris à composer avec les caprices de la nature et les réalités économiques. Les gens d'ici, du moins la plupart d'entre eux, ont pour principe que toute peine mérite salaire. En octobre 1986, une société de vente de bétail aux enchères téléphona au bureau du shérif de Livingston County. Un homme du nom de Dennis Murphy avait émis un chèque sans provision de $6 000 pour acheter des bêtes. Il avait réglé la note, fait monter le bétail dans un camion et était parti. Murphy n'était pas de la région, mais il travaillait avec un fermier du coin du nom de Ray Copeland. Ray était présent lors de la vente. Il n'avait pas acheté lui-même de bétail, mais avait prêté son camion à Murphy pour emporter le sien. Le shérif Gary Calvert se rendit chez Copeland pour en savoir plus au sujet de Murphy. Il a admis connaître Dennis Murphy. Ce dernier avait loué son pré pour y faire paître ses vaches. Il a aussi déclaré qu'il avait lui-même vendu des vaches à Dennis et que ce dernier lui avait remis un chèque sans provision, à lui aussi. L'histoire aurait pu en rester là, mais un mois plus tard, Calvert reçut un autre coup de téléphone au sujet d'un second travailleur de ferme ayant payé du bétail avec un chèque sans provision. L'homme en question avait revendu les vaches, pris l'argent, puis il avait disparu. Une fois encore, Ray Copeland était présent lors de la vente et le bétail était parti dans son camion. Pendant l'interrogatoire, Copeland déclara qu'il s'était fait rouler à nouveau. C'était peut-être vrai, mais Calvert avait de bonnes raisons d'être sceptique. Ray Copeland avait été arrêté à maintes reprises pour avoir passé lui-même des chèques sans provision. Toutefois, le détective ne disposait d'aucune preuve de son implication dans cette affaire-ci. Les deux hommes qui avaient émis les chèques sans provision avaient déjà un dossier judiciaire pour avoir commis des délits mineurs et avaient été emprisonnés. Sans doute seraient-ils arrêtés bientôt pour d'autres délits. Ce n'était qu'une question de temps. Calvert n'avait qu'à attendre. Deux années s'écoulèrent, puis en octobre 1988, le détective apprit que 3 autres travailleurs de ferme avaient émis des chèques sans provision lors de l'achat de bétail. Il était relativement rare de rencontrer ce type de fraude, et pourtant cela faisait maintenant 5 fois que cela arrivait en 24 mois. Peut-être y avait-il un lien dans tout cela. Certaines rumeurs circulaient à l'effet que Copeland engageait des travailleurs de ferme pour l'aider lors de la vente de bétail, soi-disant parce qu'il était devenu dur d'oreille. On disait que Copeland leur promettait la somme de $50 par jour pour habiter à sa ferme, à condition qu'il ne dise à personne qu'il vivait chez lui. Malheureusement, même si ces rumeurs étaient fondées, elles ne signifiaient pas grand-chose. Une année encore s'écoula avant que la police n'obtienne de nouvelles informations. Le 20 août 1989, un homme téléphona à un organisme destiné à la prévention du crime au Nebraska pour leur dire de se méfier de Ray et Faye Copeland de Mooresville, au Missouri. L'homme au bout du fil déclara qu'il avait travaillé pour les Copeland. Ray lui avait demandé d'acheter du bétail en payant avec un chèque sans provision, puis l'avait menacé de le tuer. Selon lui, il n'était pas le premier à qui Ray faisait de telles menaces. Il était convaincu que Copeland était un meurtrier. 2 semaines plus tard, le 6 septembre 1989, l'homme qui avait fait l'appel anonyme fut arrêté près de Salem, en Oregon, pour avoir dormi au bord d'une autoroute. Il s'appelait Jack McCormick. Lors d'une vérification d'usage, la police découvrit qu'il avait émis des chèques sans provision dans le Missouri. Il fut renvoyé au Missouri
où il admit à la police être celui qui avait fait l'appel anonyme. Selon McCormick, Copeland l'avait rencontré dans un refuge pour sans-abri et l'avait embauché pour travailler à sa ferme. Après avoir emménagé chez Copeland, ce dernier lui avait ouvert un compte bancaire personnel afin qu'il puisse acheter du bétail à sa place. L'affaire semblait honnête, mais McCormick avait commencé à avoir des soupçons lorsqu'il avait découvert un placard rempli de vêtements ayant appartenu à d'autres hommes du refuge. Le nom de certains d'entre eux était cousu à l'intérieur, ce qui était d'usage courant chez les itinérants. Pendant les 15 jours de son séjour à la ferme, McCormick fit l'acquisition de plusieurs bêtes pour le compte de Ray et Faye Copeland. Faye tenait les livres, mais bientôt le compte de McCormick se retrouva à découvert et le shérif de Sullivan County émit un mandat d'arrestation contre lui. Quelques jours plus tard, soit le 10 août 1989, Copeland avait essayé de le tuer avec une carabine de calibre 22, mais pour une raison que McCormick ignorait, il avait changé d'avis et le travailleur s'était empressé de quitter le comté. L'histoire paraissait extravagante, mais le shérif devait tout de même en tenir compte. McCormick avait même déclaré avoir découvert un crâne humain et un fémur à la ferme de son employeur. Il nous a dit que Copeland tuait ses employés. Il fallait absolument y voir de plus près. Compte tenu des déclarations de McCormick et du fait que 2 des voleurs de bétail avaient été vus en compagnie de Copeland, le shérif put procéder à l'arrestation du couple et l'inculper de fraude. On émit un mandat de perquisition de la ferme pour déterminer si Ray et Faye avaient commis d'autres crimes. Le travailleur de ferme Jack McCormick avait accusé Ray et Faye Copeland de meurtre. Il soutenait que les cadavres étaient enterrés à la ferme. Le 9 octobre 1989, le couple fut mis en détention provisoire. Une fois les suspects derrière les barreaux de la prison du comté, des agents furent envoyés pour fouiller leur ferme. Certaines de leurs découvertes corroboraient les déclarations de Jack McCormick. D'abord, il y avait bien un placard rempli de vêtements d'hommes. Faye les découpait en morceaux pour en faire une courte pointe. Comme McCormick l'avait déclaré, certains des vêtements portaient le nom d'hommes disparus. Les agents découvrirent également une liste de noms cachés dans un étui d'appareil photo. Le nom des hommes qui avaient émis les faux chèques se trouvait sur la liste. Une croix avait été inscrite à côté du nom de ceux qui avaient disparu. Si McCormick avait dit la vérité et que les Copeland étaient bien les meurtriers, la police devait trouver les cadavres. Malheureusement, après une semaine de fouilles, les agents n'en avaient découvert aucune trace. Pendant ce temps, les chaînes de télévision locales commencèrent à faire état de l'enquête. Keith Albright, le propriétaire d'un ranch, regarda un reportage à ce sujet et appela le shérif. Albright avait loué une ferme à 10 km de celle de Copeland. Ce dernier avait déjà fait quelques travaux pour son compte. Albright déclara qu'il avait découvert des ossements dans un de ses champs. Au moment de sa découverte, il s'était dit que ce devait être des os d'animaux, mais maintenant il n'en était plus aussi sûr. La police n'avait pas découvert de corps à la ferme de Copeland. Peut-être que les présomptions de Albright étaient fondées. Si Copeland était coupable, il n'aurait pas été assez stupide pour cacher les cadavres sur sa propre terre. Les agents se rendirent à la ferme de Albright. Dans la grange, ils remarquèrent que le sol de terre battue semblait avoir été travaillé.
ils commencèrent à creuser. À la fin de la journée, les agents avaient découvert 3 cadavres. Au moment de la découverte des corps, Copeland, sans doute pour minimiser sa culpabilité, fit des déclarations insensées. Il déclara qu'il avait entendu des étrangers dire qu'ils avaient jeté un corps dans le puits d'un voisin. Bien entendu, la police y découvrit le corps d'un des travailleurs engagés par Copeland. Mais ces déclarations eurent des répercussions néfastes pour ce dernier, car la découverte l'impliquait encore davantage. Les recherches à la ferme s'intensifièrent. Une 5e victime fut découverte sous 2000 bottes de foin. Quelques semaines plus tard, les victimes avaient toutes été formellement identifiées grâce à leur dossier dentaire. Parmi elles se trouvait Dennis Murphy, dont le corps avait été retrouvé dans le puits du voisin de Copeland. L'enquête se déroulait bien, mais il fallait absolument trouver des preuves formelles de la culpabilité de Copeland. Le détective Calvert trouva une carabine de calibre 22 dans la maison des suspects et l'envoya au laboratoire judiciaire du Missouri avec les projectiles prélevés dans le corps des victimes. L'arme fut soumise à des tirs d'essai. Cette opération permettrait ensuite d'analyser les marques caractéristiques laissées sur les balles au moment de leur sortie du canon. Les spécialistes en balistique comparèrent les marques au microscope. D'un côté, ils avaient placé un projectile provenant du tir d'essai et de l'autre se trouvait un projectile recueilli dans le corps des victimes. Les marques étaient absolument identiques. Pour l'expert en balistique et en armes à feu Todd Garrison, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Après avoir comparé les balles, nous avons pu conclure qu'elles avaient toutes été tirées avec le Marlin trouvé chez les Copeland. Les 5 victimes avaient toutes été tuées avec la même arme à feu. Mais la police ignorait toujours quel rôle avait joué Faye Copeland dans cette histoire. La liste découverte dans leur maison était très éloquente. Ray était illettré et incapable d'écrire tous ses noms. Calvert envoya la liste au service de graphologie de la police d'État du Missouri afin d'en déterminer l'auteur. Bien que l'écriture d'une personne varie d'une fois à l'autre, certaines caractéristiques se répètent. L'expert en graphologie Don Locke compara la liste à un échantillon de l'écriture de Faye. Il remarqua plusieurs caractéristiques distinctes, comme par exemple la lettre B, qui était toujours en majuscule, même au milieu d'un mot. Locke en conclut que ce détail, parmi d'autres, était particulier à l'écriture de Faye. Et qu'en était-il des croix à côté des noms? Était-il possible que Faye ait simplement rédigé la liste et que Ray ait inscrit les croix à côté du nom des hommes qu'il avait tués? Il serait difficile de le déterminer. Pouvait-on, en examinant les croix, identifier formellement qui les avait faites? Non. Mais elles étaient là et concordaient avec l'écriture que nous avions identifiée formellement. Locke compara l'encre utilisée pour écrire les noms à celle des croix. Il s'agissait de la même. Faye Copeland avait sans doute écrit les noms puis marqué les croix à mesure que son mari les tuait, un par un. Il y avait maintenant assez de preuves pour faire accuser le couple de 5 meurtres au premier degré. Faye fut condamné à mort le 12 novembre 1990 et Ray le 22 mai 1991. Pendant 2 ans, ils ont été le seul couple condamné à la peine capitale pour un même crime. Ray Copeland fit faux bond à son bourreau en décédant en octobre 1993 au centre correctionnel Pitozzi.
En 1999, sa femme obtint que sa sentence soit réduite à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ni l'un ni l'autre ne passa jamais aux aveux, mais le shérif Calvert parvint tout de même à reconstituer les événements. Ray avait eu l'idée un jour d'engager des travailleurs de ferme afin que ces derniers émettent des chèques sans provision à sa place. Quand il n'avait plus besoin d'eux ou quand ils avaient émis trop de faux chèques, il les tuait. Faye, quant à elle, tenait les comptes. Combien valaient toutes ces vies humaines? La police estime que les Copeland ont touché au total 30 000 $, soit 6 000 $ par victime. Ils étaient convaincus que personne ne remarquerait la disparition de quelques vagabonds. Ils se trompaient. On dit souvent que 2 têtes valent mieux qu'une. Mais lorsque 2 personnes commettent un meurtre, elles laissent 2 fois plus d'indices derrière elles et ont par conséquent 2 fois plus de chances d'être inculpées.